Est-il déjà arrivé à des patients de quitter le cabinet d'un professionnel de santé avec un sentiment de malaise, de négligence, voire de profond doute, lié à leur âge? Pour les femmes ayant dépassé la soixantaine, une telle expérience peut transformer radicalement leur approche de la santé et, potentiellement, leur sauver la vie. Cet article révélera 5 questions surprenantes fréquemment posées par les médecins. À première vue inoffensives, elles recèlent pourtant des suppositions insidieuses, des manipulations cachées ou un agisme flagrant. Des tests cognitifs à peine perceptibles au verdict condescendant sur l'avenir du patient, ces questions peuvent influencer le cours du traitement d'une manière insoupçonnée. Nous invitons les lecteurs à lire jusqu'au bout, car la 5e question est étonnamment fréquente, et savoir y répondre correctement peut protéger votre indépendance et votre dignité au moment le plus critique. Kamenkans. 1. Êtes-vous sûr de vouloir connaître les résultats? Cette question résonne souvent dans l'atmosphère calme et stérile d'un cabinet médical. Généralement, après un test de dépistage, une analyse sanguine ou un scanner diagnostique, le professionnel de santé peut marquer une pause, soupirer lourdement ou esquisser un sourire compatissant avant de prononcer ces mots. Êtes-vous sûr de vouloir connaître les résultats? À première vue, une telle phrase est perçue comme une marque d'attention, une douce tentative de protéger le patient de potentielles mauvaises nouvelles. Cependant, en y regardant de plus près, il devient évident que cette question est le plus souvent moins liée au bien-être émotionnel de la personne qu'au propre inconfort du professionnel de santé, à son manque de temps, voire à sa réticence à engager une conversation difficile et prolongée. Expliquer des résultats médicaux, surtout lorsqu'ils sont complexes ou potentiellement graves, est une tâche ardue. Cela demande un temps considérable, de la patience et un désir sincère de clarté maximale. Le médecin doit traduire un jargon médical complexe en un langage compréhensible, anticiper les questions possibles du patient et le guider à travers toutes les conséquences potentielles des données obtenues. Cela exige non seulement une connaissance médicale approfondie, mais aussi de la compassion et une intelligence émotionnelle développée, des qualités que tous les professionnels de santé ne considèrent pas comme prioritaires ou pour lesquelles ils n'ont pas l'énergie morale et physique au cours d'une journée de travail chargée. Certains médecins utilisent cette question comme une tactique habile visant à décourager le patient de poser des questions trop approfondies et insistantes. C'est une sorte de moyen de minimiser l'importance des anomalies détectées ou de pousser la personne vers un état de douce ignorance. Après tout, si le patient ne pose pas de questions détaillées, le médecin n'aura pas à consacrer 20 minutes à expliquer des enzymes hépatiques élevées ou cette ombre détectée sur la radiographie. Mais voici la vérité implacable. L'ignorance n'est absolument pas une bénédiction lorsqu'il s'agit de sa propre santé. Obtenir des informations en temps opportun peut être la ligne de démarcation cruciale qui sépare une résolution rapide du problème de sa transformation en quelque chose de potentiellement mortel. L'histoire suivante illustre parfaitement cette situation. Dans l'un des cas cliniques décrits par des professionnels de santé, il s'agissait de Janet, une femme de 68 ans, retraitée, ancienne enseignante, connue pour son rire chaleureux et sa passion pour le tricot. Elle avait consulté pour une fatigue persistante qui s'était aggravée au fil des mois. Son précédent médecin avait prescrit les analyses sanguines nécessaires, mais avait écarté ses préoccupations avec une phrase désinvolte. « Tout va probablement bien. Voulez-vous vraiment connaître tous les détails ?» Se fiant à l'autorité et à l'expérience du médecin, Janet avait secoué la tête négativement et avait quitté le cabinet, ressentant un apaisement temporaire, mais souffrant toujours d'une fatigue épuisante. 6 mois plus tard, elle a demandé un deuxième avis médical. En examinant les mêmes résultats d'analyse sanguine, le nouveau spécialiste a découvert quelque chose de profondément alarmant. Son taux de fer était dangereusement bas, le nombre de plaquettes diminuait constamment, et d'autres indicateurs inquiétants suggéraient le développement possible d'une maladie de la moelle osseuse. Ces signaux d'alerte précoce auraient pu être traités à temps avec une intervention médicale appropriée, empêchant ainsi la progression de la maladie. Cependant, comme son précédent médecin n'avait pas jugé bon de consacrer suffisamment de temps à l'explication des résultats obtenus ou, ce qui est encore plus regrettable, l'avait activement empêché d'en prendre pleinement connaissance, l'état de santé de Janet s'était considérablement détérioré. Heureusement, une aide médicale a été apportée à temps, mais ce retard a entraîné des mois de souffrance inutiles pour la patiente et la nécessité d'un plan de traitement plus complexe et prolongé. De telles situations, malheureusement, ne sont pas isolées. Des études sectorielles démontrent de manière convaincante qu'un manque de compréhension ou une dissimulation délibérée d'informations vitales entre les professionnels de santé et leurs patients est un facteur significatif contribuant à des retards de diagnostic allant jusqu'à 20% de tous les cas, ce qui est particulièrement critique pour des affections graves comme les cancers ou les maladies auto-immunes. Par conséquent, si le médecin traitant fait preuve d'hésitation à fournir les résultats d'analyse ou agit comme s'il rendait un service au patient en l'épargnant de détails qu'il juge superflus, le patient a le droit plein et justifié de suspecter quelque chose d'anormal. L'obligation directe du professionnel de santé est d'informer pleinement le patient et non de lui cacher la vérité. Le patient, dans cette situation, ne demande aucune faveur.
Il exige ce qui lui est dû en vertu de son statut. Voici des actions concrètes que vous pouvez entreprendre. Au moment même où une telle question est posée, vous devez répondre fermement, mais toujours poliment, « Oui, je souhaite connaître chaque détail. Veuillez m'expliquer les résultats obtenus et leur signification directe pour ma santé. » Il est conseillé d'apporter un carnet de notes ou, si la loi le permet, d'enregistrer toute la conversation. Il est important de poser des questions aussi spécifiques que possible. Que signifient exactement ces chiffres? Devrions-nous envisager des analyses supplémentaires? Quelles seront nos prochaines étapes dans cette direction? Si le professionnel de santé se montre évasif dans ses réponses ou semble pressé de terminer la consultation, ne laissez pas cela sans suite. Demandez un nouveau rendez-vous pour une discussion plus détaillée ou, ce qui est tout aussi important, sollicitez un deuxième avis auprès d'un autre spécialiste. La santé du patient vaut sans aucun doute tous ces efforts supplémentaires. 2. Voulez-vous vraiment passer par tout cela à votre âge? Cette question, revêtue d'une apparente bienveillance, est en réalité empreinte d'une profonde condescendance et est extrêmement insidieuse. Lorsque le professionnel de santé demande « Voulez-vous vraiment passer par tout cela à votre âge ?», il ne manifeste pas un intérêt sincère pour les préférences personnelles du patient, ses objectifs de vie ou son endurance physique. Au contraire, il porte un jugement hâtif et préconçu, basé exclusivement sur le nombre d'années vécues par le patient. C'est une manifestation d'agisme médical pur, et, malheureusement, cela se produit avec une fréquence alarmante dans la pratique moderne. Au cours de décennies de pratique médicale, il a été observé comment cette seule question peut saper la confiance des patients en eux-mêmes, réduire leur espoir d'amélioration et les priver d'opportunités potentielles d'amélioration significative de leur santé. Permettez-moi de présenter un exemple réel qui illustre clairement ce problème. Une fois, j'ai suivi une femme nommée Margaret, une patiente énergique de 72 ans, qui faisait chaque matin des promenades de 2 miles, s'occupait avec amour de son jardin florissant et participait régulièrement à des réunions hebdomadaires de son club de lecture. Elle souffrait d'une forme sévère d'arthrite du genou, à cause de laquelle chaque pas lui causait une douleur insupportable. Néanmoins, son esprit restait intact et elle gardait son optimisme. Margaret a consulté un chirurgien orthopédique concernant la possibilité d'une opération de remplacement du genou, une procédure qui aurait pu restaurer sa mobilité et soulager considérablement sa douleur chronique. Cependant, au lieu d'une discussion approfondie des risques et des avantages potentiels de l'intervention chirurgicale, le chirurgien a semé le doute dans son esprit. « Voulez-vous vraiment passer par tout cela à votre âge ?» a-t-il demandé, et sont-on laissé clairement entendre que ce n'était pas judicieux. Margaret a quitté le rendez-vous, doutant non pas de son état physique, mais de sa propre valeur. Était-elle vraiment trop âgée pour mériter un soulagement? Devait-elle simplement accepter sa douleur? Lorsqu'elle a demandé un deuxième avis, hésitante et abattue, cela a provoqué une profonde indignation. Margaret était une candidate idéale pour l'opération. Son système cardiovasculaire fonctionnait sans problème, sa tension artérielle était bien contrôlée, et son mode de vie actif laissait présager une forte probabilité de récupération réussie et rapide après la procédure. Néanmoins, cette seule question, en apparence innocente, lui avait fait sentir que son âge la privait du droit à une meilleure qualité de vie. En collaboration avec la patiente, toutes les données médicales disponibles ont été analysées. Des études montrent de manière convaincante que la chirurgie de remplacement du genou chez les personnes âgées en bonne santé peut améliorer considérablement la mobilité et réduire la douleur dans plus de 80% des cas, de nombreux patients reprenant avec succès leurs activités et loisirs préférés. Margaret a décidé de se faire opérer, et 6 mois plus tard, elle faisait à nouveau ses promenades matinales sans douleur, rayonnante de fierté de son rétablissement. Une telle rhétorique agiste n'est pas seulement décevante, elle représente un réel danger pour la santé et le bien-être des personnes âgées. Des études menées par le National Institute on Aging démontrent que les personnes âgées confrontées à l'agisme médical sont beaucoup moins susceptibles de rechercher les soins médicaux nécessaires, moins enclines à suivre strictement les recommandations médicales ou même à éviter complètement de chercher de l'aide médicale à l'avenir. Les médecins qui posent de telles questions agissent souvent sous l'influence de préjugés inconscients, supposant à tort que les meilleures années du patient sont déjà derrière lui. Ils effectuent des calculs internes basés non pas sur des indicateurs objectifs de la santé du patient, mais sur des stéréotypes bien ancrés. 70 ans, selon eux, signifie un ralentissement inévitable du rythme de vie. 75 ans, se résigner à moins d'opportunités. 80 ans, c'est déjà la question « pourquoi s'en soucier ?» Cependant, les patients savent mieux. Leur âge ne détermine en aucun cas leur rêve, leur résilience ou leur capacité à guérir et à se rétablir. Si un professionnel de santé pose un jour une telle question, il faut l'arrêter immédiatement et résolument. Il est nécessaire de déclarer clairement « Oui, je souhaite passer par là, car je valorise ma santé et mon avenir ». Ensuite, il faut exiger une discussion des risques et des avantages de la procédure,
basée exclusivement sur l'état médical actuel et non sur l'âge. Il est important d'exiger des précisions. Quels sont les taux de réussite de cette procédure chez des patients ayant des caractéristiques similaires aux miennes? Comment cela affectera-t-il ma vie quotidienne et mes activités? Si le médecin n'est pas en mesure de fournir des réponses fondées sur des preuves médicales, il est temps de chercher un nouveau spécialiste. Quelqu'un qui est capable de voir le patient comme une personne à part entière, et non pas seulement comme un numéro dans un dossier médical. Le patient n'est pas un fardeau, et il mérite sans aucun doute un médecin qui défendra son droit à vivre une vie pleine, et non pas simplement à exister. 3. N'avez-vous pas pensé à simplement laisser la nature suivre son cours? Cette question peut blesser profondément, souvent prononcée d'un ton calme, avec un soupir de sagesse feinte ou un air de finalité philosophique. Lorsque le professionnel de santé suggère « N'avez-vous pas pensé à simplement laisser la nature suivre son cours ?» Cela peut sembler une perspective profonde, presque spirituelle, appelant à la résignation. Cependant, il ne faut pas se laisser berner par cette douce manière de présenter les choses. Le plus souvent, cette question est une ruse, un moyen pour le médecin d'éviter le travail minutieux d'expliquer pleinement les options de traitement disponibles, de discuter en détail des risques potentiels ou de défendre activement les intérêts du patient dans le processus de traitement. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est qu'il est disproportionnellement souvent adressé aux femmes âgées, comme si leur vie avait en quelque sorte moins de valeur, pour lesquelles il faudrait se battre et faire des efforts. Il est nécessaire de clarifier les choses. Dans le cadre de véritables soins palliatifs, lorsque le patient est en phase terminale et que la priorité absolue est d'assurer son confort et de soulager ses souffrances, une telle conversation peut être tout à fait appropriée, voire nécessaire. Cependant, on observe trop souvent que cette question est utilisée prématurément, dans des situations où il existe des traitements tout à fait viables et où le patient est encore loin de la fin de sa vie. Permettez-moi de partager un cas clinique qui me bouleverse encore profondément. Éléonore, une femme de 82 ans, a été hospitalisée pour un cancer du sein à un stade précoce. Par ailleurs, elle était étonnamment en bonne santé. Elle faisait du bénévolat actif à la bibliothèque locale, jouait au bridge 2 fois par semaine et vivait de manière totalement autonome dans son appartement confortable. Cependant, son médecin traitant, après un simple coup d'œil à son âge, a suggéré « À votre âge, il est peut-être temps de laisser la nature suivre son cours ». Éléonore n'a pas été orientée vers un oncologue. On ne lui a pas parlé de la tumorectomie, une intervention chirurgicale mini-invasive avec un taux de succès élevé et une récupération rapide pour les cancers à un stade précoce. On ne lui a même pas donné la possibilité de peser toutes les options de traitement disponibles. La recommandation du médecin n'était pas basée sur son pronostic réel ou ses désirs personnels. Elle était basée uniquement sur la supposition préconçue que sa vie approchait de sa fin naturelle. Quand Éléonore a demandé un deuxième avis, confuse et effrayée, le spécialiste a passé plus d'1 heure avec elle. Toutes ces images ont été soigneusement examinées. Les taux de survie, qui étaient supérieurs à 90% pour son stade avec traitement, ont été discutés et ses valeurs et priorités personnelles ont été explorées. Finalement, elle a choisi l'opération, s'est rapidement rétablie, et 5 ans plus tard, elle est toujours florissante, enseignant de nouvelles stratégies de jeu à ses partenaires de bridge. Ce n'est pas un cas isolé. Les données fournies par l'American Cancer Society montrent de manière convaincante que les femmes âgées sont significativement moins susceptibles de recevoir un traitement agressif contre le cancer du sein, même dans les cas où elles sont suffisamment en bonne santé pour en tirer un bénéfice substantiel. L'expression « laisser la nature suivre son cours » masque souvent la réticence du médecin à investir son temps ou ses ressources dans un patient qu'il a déjà mentalement radié. C'est une trahison de la confiance, et cela prive le patient de son autonomie légitime. Le patient a le droit absolu de refuser un traitement, mais cette décision doit être exclusivement éclairée, et non imposée par les préjugés du médecin ou des banalités édulcorées. Si vous entendez cette question, ne hochez pas poliment la tête en réponse. Vous devez la contester. Demandez « Affirmez-vous qu'il ne reste plus de traitement viable ? Que recommanderiez-vous si j'avais 50 ans ?» Ou « Ce conseil est-il basé sur des preuves médicales ou sur votre perception personnelle de mon âge ?» Ces questions forcent le médecin à justifier sa position et démontrent souvent clairement à quel point sa recommandation est fondée. Si le professionnel de santé se rétracte ou ne peut pas fournir de réponse claire et argumentée, vous devez immédiatement demander un deuxième avis. 4. Qui prend les décisions médicales pour vous? À première vue, cette question peut sembler tout à fait banale et routinière, surtout si le patient vient à la consultation accompagné de son conjoint, de son enfant ou d'un tuteur légal. Il peut sembler que le médecin cherche simplement à savoir qui est impliqué dans le processus de prise de décision concernant le traitement du patient. Cependant, il convient de partager une observation importante que la plupart des patients ne prennent jamais en compte. Cette question peut être un test subtil et caché, et la manière dont elle est posée, ou les suppositions qui la sous-tendent,
peut en révéler beaucoup plus sur la pensée du médecin lui-même que sur l'état du patient. Lorsque le professionnel de santé prononce « Qui prend les décisions médicales pour vous ?», il peut commettre l'une des deux actions problématiques suivantes. Premièrement, il peut évaluer l'acuité mentale du patient sans le dire directement et ouvertement. Deuxièmement, il peut chercher quelqu'un d'autre à qui transférer la responsabilité de la prise de décision, car il ne respecte pas pleinement le patient lui-même en tant que personne à part entière prenant des décisions dans le cabinet. Ces deux scénarios sont profondément troublants et peuvent avoir de graves conséquences à long terme pour le patient. Examinons cela plus en détail. Premièrement, le médecin peut vérifier les capacités cognitives du patient sous le couvert d'une question ordinaire et routinière. Une légère pause en essayant de se souvenir du nom d'un médicament, un moment d'hésitation ou même la simple présence d'un membre de la famille peuvent amener le médecin à supposer, sans fondement, que le patient n'est pas tout à fait lucide ou que ses fonctions cognitives sont altérées. Au lieu de procéder à une évaluation cognitive formelle et standardisée, telle que le Mini-Mental State Examination, MMSE, ou l'échelle cognitive de Montréal, MoCA, il s'appuie sur des jugements hâtifs et subjectifs. Ce n'est pas seulement un signe de paresse professionnelle, mais aussi potentiellement dangereux, car cela contourne les protocoles médicaux fondés sur des preuves. Deuxièmement, cette question peut signaler un manque de respect pour l'autonomie du patient. En demandant qui prend les décisions, le médecin peut chercher quelqu'un de plus fiable à qui s'adresser, reléguant de fait le patient au second plan et le privant de son droit à prendre ses propres décisions. Ce comportement est particulièrement fréquent chez les patients âgés, en particulier les femmes, qui sont souvent stéréotypées comme étant moins affirmées ou moins capables de prendre des décisions de manière autonome. Permettez-moi de partager une histoire qui me cause encore une profonde douleur. Éléonore, une patiente de 76 ans, est venue pour un examen médical de routine accompagnée de sa fille, qu'il avait conduite en raison du verglas sur les routes. Éléonore était une femme extrêmement indépendante. Elle gérait seule ses médicaments, tenait son chéquier et préparait régulièrement des dîners dominicaux élaborés pour toute sa famille. Cependant, pendant la consultation, elle a brièvement hésité lorsqu'on lui a demandé la posologie exacte de son médicament contre l'hypertension. Le médecin a immédiatement saisi ce moment, s'est tourné vers la fille d'Éléonore et a demandé « Alors, vous l'aidez habituellement à prendre ses décisions médicales ?» En un instant, Éléonore est devenue invisible pour le médecin. Jusqu'à la fin de la visite, le professionnel de santé a adressé toutes ses questions exclusivement à la fille, ignorant complètement les tentatives d'Éléonore de s'exprimer et interrompant ses tentatives d'exprimer son inquiétude concernant un nouveau symptôme. En fin de compte, Éléonore s'est sentie privée de sa dignité, réduite au rôle de spectatrice dans son propre parcours de santé. Voici ce que la plupart des patients ne réalisent pas. Ce moment ne se termine pas dans le cabinet du médecin. Dès que le médecin se forge une impression de déficience cognitive ou de dépendance du patient, aussi fragile que soient les preuves, il le documente souvent dans le dossier médical du patient. Des notes telles que « problème cognitif noté »,« jugement altéré » ou « nécessite l'implication de la famille » peuvent apparaître à l'insu ou sans le consentement du patient. Ces notes créent une sorte de trace écrite qui suit le patient, influençant les traitements futurs, les décisions d'assurance, les protocoles hospitaliers et même les questions juridiques telles que la tutelle. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a montré que des notes vagues ou non fondées dans les dossiers concernant le déclin cognitif étaient présentes dans jusqu'à 15% des dossiers de patients âgés, conduisant souvent à des restrictions de traitement inappropriées ou à des orientations vers d'autres spécialistes. Dans les cas où un patient a réellement besoin de soutien en raison d'une démence ou d'un déclin cognitif objectif, la conversation sur la prise de décision est absolument nécessaire, mais elle doit être transparente, respectueuse et basée sur des tests appropriés et standardisés. Elle ne doit jamais être déclenchée par une simple courte pause dans la conversation, des cheveux gris ou la simple présence d'un membre de la famille. Malheureusement, les suppositions agistes déterminent souvent de telles interactions, et les femmes en souffrent de manière disproportionnée. Des études montrent que les femmes âgées sont plus souvent que les hommes confrontés à la contestation de leur autonomie dans les établissements médicaux, même lorsque leurs fonctions cognitives restent entièrement intactes. Alors, que faire si un médecin pose cette question ? Il faut immédiatement prendre le contrôle de la situation. Répondez avec assurance « Je prends mes décisions médicales moi-même, mais j'apprécie l'avis de ma famille ». Y a-t-il une raison spécifique pour laquelle vous posez cette question ? Cette réponse affirme votre autorité et votre droit à l'autonomie, tout en invitant le médecin à justifier sa question. Si le professionnel de santé continue de s'adresser à d'autres personnes plutôt qu'à vous, vous devez le signaler directement. Je préférerais que vous vous adressiez directement à moi, car c'est moi qui prends les décisions concernant ma santé. Après la visite, demandez une copie de votre dossier médical pour vérifier la présence de notes inexactes ou biaisées, et si vous en trouvez, exigez leur correction par écrit. Si le médecin continue de saper votre confiance et votre autonomie,
il est temps de trouver un nouveau spécialiste qui respecte votre droit à l'autonomie. Le patient est le moteur de sa propre santé, et personne ne devrait prendre le volant sans son autorisation explicite et consciente. 5. Conduisez-vous toujours? À première vue, cette question semble assez inoffensive et routinière. Conduire une voiture est une activité quotidienne pour de nombreuses personnes, et les professionnels de la santé doivent parfois évaluer la capacité de conduite d'un patient, surtout s'il souffre de maladies telles que l'épilepsie ou une perte de vision grave, qui peuvent directement affecter la sécurité routière. Mais voici le problème clé. Le contexte et le moment où cette question est posée peuvent révéler quelque chose de beaucoup plus insidieux et caché. Si le patient consulte un médecin pour une raison totalement sans rapport, par exemple pour un contrôle de routine de la tension artérielle, un traitement de l'arthrite ou une éruption cutanée, et que le professionnel de la santé demande soudainement « Conduisez-vous toujours ?» Il est temps d'être vigilant. Cette question pourrait ne pas concerner du tout la capacité réelle du patient à conduire. Au lieu de cela, c'est souvent une manière déguisée de vérifier les déficiences cognitives, d'évaluer le niveau d'indépendance du patient ou ses compétences en matière de prise de décision, sans être transparent et ouvert sur ses intentions. C'est une sorte de test auquel le patient n'a pas consenti, et ses résultats peuvent avoir des conséquences négatives à long terme. Les médecins peuvent utiliser cette question pour évaluer la mémoire du patient, son raisonnement spatial ou sa conscience de soi, supposant à tort que les habitudes de conduite reflètent directement l'état mental général. Le problème est qu'ils expliquent rarement ce qu'ils essaient de découvrir ou d'évaluer. Si le patient répond « oui », ils peuvent noter dans son dossier médical « le patient conduit toujours », peut-être inconscient de ses limitations. Si le patient répond « non », ils peuvent écrire « perte d'indépendance ». Surveiller une détérioration ultérieure. Quelle que soit la réponse donnée par le patient, elle peut être déformée de manière à correspondre à un récit préétabli de fragilité ou de déficience, souvent sans aucun test formel et objectif pour étayer de telles conclusions. Ce phénomène est particulièrement répandu chez les patients âgés, en particulier les femmes, qui sont constamment confrontées à des stéréotypes liés au vieillissement et à leurs compétences. Permettez-moi de donner un exemple réel. Clara, une patiente de 80 ans, était une femme extrêmement astucieuse, faisant activement du bénévolat dans un centre communautaire et gérant entièrement ses finances de manière autonome. Elle a demandé un deuxième avis après qu'une visite de routine chez un autre médecin l'ait laissée dans un état de profond choc. Lors de la discussion sur son médicament contre l'arthrite, le médecin a demandé négligemment « Conduisez-vous toujours ?» Clara a expliqué qu'elle conduisait pendant la journée, mais préférait ne pas conduire la nuit en raison de l'éblouissement des phares des voitures venant en sens inverse. Le médecin a hoché la tête, mais plus tard, Clara a été contactée par sa compagnie d'assurance, citant des préoccupations concernant ses capacités de conduite qui avaient été notées dans son dossier médical. La note disait « Surpris que la patiente conduise toujours. Surveillez les problèmes cognitifs. » Surprise? Pourquoi? Parce que Clara avait 80 ans. Parce qu'elle portait des lunettes? Ou parce qu'elle avait pris une décision raisonnable et responsable de limiter sa conduite de nuit? Cette seule question, posée sans aucun contexte adéquat, a provoqué une cascade de conséquences négatives, y compris une évaluation coûteuse de ses compétences de conduite, dont elle n'avait absolument pas besoin et qui n'avait aucun fondement. Il ne s'agit pas seulement d'un patient spécifique. Un rapport de l'American Medical Association de 2022 a souligné que les personnes âgées sont souvent soumises à un contrôle inapproprié dans les établissements médicaux concernant leur capacité à conduire, les femmes de plus de 75 ans étant confrontées à des questions disproportionnellement fréquentes sur ce sujet. De telles notes dans les dossiers médicaux peuvent entraîner de graves conséquences. Des rapports aux autorités de délivrance des permis de conduire, des restrictions de licence ou même des discussions juridiques sur la tutelle, tout cela sans diagnostic établi ni évaluation cognitive standardisée. Dans certains États, le rapport d'un médecin peut entraîner un test de conduite obligatoire, même si son inquiétude est basée uniquement sur des suppositions agistes et non sur des preuves médicales objectives. Le problème plus profond est ce que cette question représente. Le préjugé social qui assimile le vieillissement naturel à un déclin inévitable s'infiltre discrètement dans vos dossiers médicaux et sape votre indépendance. Conduire une voiture n'est pas seulement se déplacer d'un point A à un point B. C'est un puissant symbole d'autonomie et de liberté, et le contester sans raison valable peut être ressenti comme une atteinte directe à la liberté personnelle. Alors, comment devez-vous répondre à une telle question? Soyez direct et proactif dans votre position. Dites « Oui, je conduis et je suis pleinement confiant dans mes capacités. » Puis ajoutez « Y a-t-il une raison médicale à votre question ou s'agit-il d'une question habituelle et de routine ?» Si vous ne conduisez pas, expliquez la raison selon vos propres termes. Sans vous justifier, je préfère ne pas conduire car j'utilise les transports en commun, mais je suis entièrement autonome dans ma vie quotidienne et capable de prendre mes propres décisions. Ensuite, assurez-vous de demander «
Cela sera-t-il noté dans mon dossier médical? Et si oui, comment exactement? Demandez une copie de votre dossier médical après la visite pour vous assurer qu'aucun commentaire trompeur ou biaisé n'a été ajouté et exigez immédiatement par écrit la correction de toute inexactitude. Si le ton du médecin ou les questions suivantes semblent dédaigneux ou critiques, faites confiance à votre instinct. Cherchez un professionnel de la santé qui vous évalue en fonction de votre état de santé réel et de mesures objectives, et non des stéréotypes liés à votre âge. Votre indépendance est une valeur que vous devez défendre activement, et personne ne devrait la saper en posant une question apparemment inoffensive.